Bonjour à tous et à toutes les amis, donc heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler du côté historique. Donc bienvenue sur la chaîne AR Nation Tactical. Sujet de la vidéo aujourd'hui, armes françaises, fusil gras 1874. Nous allons commencer de suite après ça. Bienvenue à tous ceux qui sont arrivés sur la chaîne. Donc merci de vous être abonnés. N'oubliez pas que vous avez dans la rubrique communauté une souscription à prendre pour avoir un coaching personnel directement via mon expérience, celle de Jeff et d'autres personnes qui sont en partenariat donc avec moi, notamment conditions extrêmes pour pouvoir bénéficier de pas mal de choses. Donc merci pour ceux qui l'ont pris. N'oubliez pas de m'indiquer, pour tous ceux qui ont pris la souscription, vos adresses postales pour que je puisse vous envoyer gratuitement le badge et l'autocollant. Donc ça, c'est cadeau de la chaîne. Donc, nous allons faire la vidéo aujourd'hui sur un côté historique, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je suis plutôt collectionneur qu'autre chose, toute arme bien évidemment, mais principalement Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Donc pour moi c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui on en parle peu, et c'est parfois assez mal connu, voire complètement déformé. Donc, merci Jeff d'être venu me seconder. Merci pour l'invitation. Encore une fois. Hein. Donc remerciez-le parce que il se donne du mal quand même, hein, le PPR, hein, parce que pour un débutant, il commence à être bien opérationnel. Hein. C'est pas moi le juger. Ah, mais moi je le dis, c'est que ça commence ça rentre un peu dans son cabochon. Ok. Donc alors, on va parler de les armes françaises, des deux conflits d'ailleurs, hein, puisque les deux, je dis bien les deux, contrairement à ce que pourraient croire certains, ont servi. Donc que ce soit le Lebel, ainsi que le chasse-peau, mais dans une configuration, dans une fonction bien différente que le terrain opérationnel de l'époque. Donc ça, je vais revenir après. Donc je vais te laisser commencer par le côté général, global de l'arme sur le plan historique, mais général, attention, on ne va pas vraiment rentrer dans les détails. Sinon ça va être trop long. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ouais. Donc général, donc le fusil gras, c'est un fusil qui a été, qui a pris comme base le chasse-peau. Ouais. Le chasse-peau 1866. Tout à fait. Donc qui tirait, c'était des cartouches en papier, des étuis en papier. Et ça créait beaucoup de problèmes en fait. Il y avait beaucoup d'encrassement, beaucoup de problèmes, des charges de poudre qui étaient totalement aléatoires. Du coup des tirs qui étaient aléatoires. Et ils ont voulu faire une arme en fait avec des cartouches métalliques. Ouais. Donc ils se sont servis du chasse-peau 1866 pour créer le gras 1874. Donc c'est Basile Gras qui a fait ça, tout simplement. C'est ça, exactement. Donc voilà, c'est le premier fusil français à tirer avec des cartouches métalliques. D'accord. Voilà. Un point important, il ne faut pas oublier que c'est de la poudre noire. Oui, c'est ça. Ça, mais au givant de plomb, généralement. Voilà. Donc ça, c'est un détail important à ce niveau-là, puisque bon, comme toute arme à poudre noire, ça nécessite un entretien assez particulier et assez méticuleux au niveau de la canonnerie surtout. Oui. À savoir. Donc là, nous avons la chance d'avoir une arme dans un état exceptionnel, qui va bientôt être la mienne, n'est-ce pas? On verra. Non, c'est déjà tout vu, ça. Ça, je ne peux pas. Hein, le Lebel, le grand, le Lebel, c'est à moi, ça. Mais celui-là, ça va être à moi, celui-là. Si. Voilà. Donc, Mas 36, il ne reste plus que le Mas 36. Et puis quoi encore? Bah, j'ai déjà les Berthier, donc on verra ça sur plusieurs vidéos. Un chasse-peau. Un chasse-peau. Donc, bref, donc voilà. Donc là, nous avons un petit panache. Donc, on vous a fait une vidéo sur le plan visuel. Donc, vous avez ici le Lebel M93. Donc, M93 qui spécifie modifié 1893. Donc, nous avons le gras, 1874. Donc, à savoir sur le plan historique. Donc là, je vais parler sur les deux guerres. Donc, en fait, le 1874, c'est le précurseur du fusil Lebel. Ok? Donc, ont été repris sur la base du grand le Lebel sur plusieurs points, notamment, vous pouvez remarquer d'énormes similitudes avec la culasse, qui a été modifiée bien évidemment, mais on a énormément de similitudes par rapport aux deux culasses. Par rapport à la forme, vous remarquerez que on est presque dans la même configuration au niveau de la crosse, à quelque chose près, sauf que la crosse sur le Lebel est en deux parties, mais si vous regardez bien, au niveau du design, si je peux appeler ça comme ça, on est quasiment sur la même chose. Ouais, à ce niveau-là, on voit vraiment la petite arête ici, voilà. Sur les deux. Exactement. Là, c'est... Au niveau de la fixation de la partie arme par rapport à la crosse, on est idem par rapport à tout ce qui est attache grenadière
etc., etc. On est quasiment sur du idem. Donc, c'est quand même le précurseur donc, du Lebel et du M93, donc le M93 qui a été modifié par rapport au modèle précédent. Donc, c'est quand même la base à avoir dans une collection quand on a un Lebel, par exemple. Ah oui, non, moi je peux pas. Ouais. Voilà. Bon, nous avons donc la baïonnette sabre qui se trouve ici, donc qui est magnifique. Qui à la base est une baïonnette de chasse-peau. Voilà. Voilà. Donc, tu as bien fait de le préciser, j'allais l'oublier. Donc, elle est dans un état exceptionnel. Tout au même numéro, donc c'est du monomatricule. Les deux armes, chose relativement rare donc en collection. Donc là, je me réfère aux collectionneurs pur et dur. Si vous avez du monomatricule, c'est bingo. Bingo. Sur un plan pur et dur historique, pur jus, c'est là, on est sur deux armes exceptionnelles sur ce plan-là, on va dire. Ouais, surtout que le gras n'a pas été modifié. Parce qu'en fait, il y avait un petit problème de dégazage, on va dire. Oui. Sur les premières versions. Oui. Et en fait, ils ont retaillé à l'intérieur du boîtier de culasse ici. D'accord. Il y a eu ça a été retaillé en fait pour évacuer les gaz, non pas vers le tireur, mais vers les côtés, vers le dessus. Et D'accord. cette arme-là n'a pas été modifiée. Donc ça, c'est très, très bon à savoir. Donc il s'agit vraiment d'un modèle... Déjà de base, c'est un chasse-peau modifié. Donc je crois qu'il y en a eu 800 000 de modifiés Ouais. et 1,2 million de produits Ouais. gras. Donc voilà, il y a tous les chasse-peaux gras ont été modifiés ensuite à l'intérieur ici. Ouais. Et voilà, il reste quelques-uns qui n'ont pas été modifiés comme celui-là. Ah, donc Donc, déjà... ça rajoute un petit peu de rareté. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc là, on est vraiment sur une pièce exceptionnelle. Ouais. Donc il est en monomatricule, que ce soit la crosse, que ce soit les culasses, que ce soit les tenons, ici, enfin les tenons, les supports, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, les attaches reladières, pardon, etc., etc. On est vraiment au même numéro, rien n'a été retouché dessus, aucune pièce n'a été changée, donc c'est vraiment un pur jus, donc il est magnifique. Alors, vous avez donc aussi le modèle 15 du casque Adrien. Donc ça, j'en parlerai dans une autre vidéo aussi, sur plusieurs sujets, sur les armes françaises, et notamment tout ce qui concerne l'infanterie française, Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale. Donc je reviendrai assez régulièrement sur des vidéos spécifiques à ce niveau-là. Donc malheureusement, je me suis aperçu d'une chose, et ça me fend le cœur de voir ça. Mes vidéos collection ne font pas énormément de vues, donc c'est à croire que notre culture, elle disparaît complètement, quoi, en fait. Donc, en fait, il y a des gens comme moi, comme toi, comme d'autres, collectionneurs, qui essayons de faire perdurer l'histoire, donc que ce soit sur le plan historique pur et dur par rapport, et non pas tout ce qu'on entend comme conneries, excusez-moi l'expression, médiatique sur certains sujets par exemple, historiques. Il y a des gens qui sont des collectionneurs, qui ont des documents spécifiques d'origine, etc., qui peuvent certifier que certaines choses ne se sont pas passées ou d'autres se sont passées, avec des récits de poilus notamment, que ce soit du côté belligérant par rapport à d'autres pays ou que ce soit du côté ennemi, notamment pour les Allemands par exemple, etc., etc. Donc, j'estime qu'on a tous un patrimoine important en tant que collectionneur. Je parle des gros collectionneurs et des collectionneurs aussi normaux, moyens, etc. Peu importe. Mais on a tous quelque chose à amener pour que l'histoire perdure quand même, quoi. Donc moi, c'est un petit peu mon coup de gueule. Donc je fais des vidéos. Il y en a d'autres qui font des vidéos. Bon, ils sont beaucoup plus longtemps que moi sur YouTube. Il n'y a pas de souci, ça. Ok, il n'y a pas de problème. Donc c'est tout à leur honneur. Il n'y a aucun souci. Mais en fait, on a l'impression que les armes historiques, c'est laissé complètement à l'abandon. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne. Alors, est-ce que c'est moi qui ai une mauvaise vision des choses ou je me fais des idées, je ne sais pas. Quel est ton ressenti, toi, à ce niveau-là, toi Toi, parce que justement, toi, étant jeune tireur, je te pose la question, tu vois. C'était pas prévu du tout dans la vidéo, mais je te pose la question. Parce que là, franchement, tu vois, ça m'inquiète quand même. Je trouve ça dommage parce que ces armes, en fait, voilà, par exemple, celle-là, d'autres que tu as, que j'ai, ont participé à de grandes batailles. Tout à fait. Et voilà, c'est les armes qui ont fait que l'Europe et le monde sont comme ils sont aujourd'hui. Tout à fait. C'est pas comme si on prend, on a fait une vidéo il y a pas longtemps sur le VHS, oui, ou sur la R15. Oui. Ces armes, elles ont aucune histoire en fait. On les a achetées neuves, elles ont participé à, enfin, elles ont rien fait. Oui, tout à fait. Oui. Alors que celles-là, voilà, c'est des vraies personnes qui les ont eues en conflit, en guerre. Ils sont peut-être morts. Ouais. Ils sont même certainement morts, soit sur le terrain, soit de mort naturelle, et encore il n'y en avait pas beaucoup après-guerre, puisqu'ils ont tous été gazés, ils sont tous morts de maladies suite au gaz moutarde, donc entre guillemets l'hypérite, et d'autres maladies qu'ils ont pu choper. À savoir que ces armes-là, moi celui-ci, je sais exactement d'où il vient, je sais qu'il a fait la bataille de Verdun, rien que ça, déjà, rien là, j'ai pas pu résister pour le prendre. Rien que ça. Bon, c'est quelque chose qui vient de famille, mais je sais qu'il a fait la bataille de Verdun. Quand tu sais que la bataille de Verdun, donc là, petit côté historique rapide, je vais pas rentrer dans la bataille de Verdun, et pourtant j'aimerais bien le faire,
parce que je suis spécialisé sur le domaine, c'est un mouchoir de poche, la bataille de Verdun. C'est 23 km² de terrain. D'accord? Côté sud, côté nord. C'est pareil. Ça a été une boucherie, là, on n'imagine même pas. Moi, j'ai des lettres de poilus que je sortirai peut-être un jour. Je sais même pas si je vais le faire parce que les vidéos que je fais historiquement parlant, elles n'ont pas l'air de fonctionner, ça a l'air d'intéresser personne. Alors, soit on aime son pays, on est français, qu'on soit d'origine, peu importe qu'on soit d'origine musulmane, etc., etc. On a tous participé au conflit, nos familles ont participé au conflit. Donc, j'ai déjà fait une vidéo à ce propos-là, j'ai bien signalé la chose à ce niveau-là. On a eu besoin de tout le monde, d'accord? C'est pas toi qui vas me contredire. Pas du tout. Et là-dessus, je défie quiconque de me contredire à ce niveau-là. On a eu besoin de tous les pays, on a eu besoin de toutes les races, et j'aime pas ce mot-là, on a eu besoin de toutes les nationalités, de toutes les cultures, pour pouvoir aller au casse-pipe, en chair à canon, et se faire dessouder pour pouvoir avoir une certaine liberté, entre guillemets, si j'ose dire. Mais on l'oublie, ça, tu vois. On l'oublie. Ouais. On l'oublie. Et moi, je trouve pas ça normal. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu mon coup de gueule. Voilà pourquoi je fais des vidéos historiques. Maintenant qu'elles ne fonctionnent pas, eh ben tant pis, c'est pas grave, mais moi, je les aurais faites. Il y aura une traçabilité quelque part. Et j'estime que moi, j'ai fait mon devoir. Voilà. Après, je sais pas ce que t'en penses, toi. Ah oui, mais pour moi, le côté historique, c'est important, quoi. Je prends plus de plaisir à tirer. J'ai un Lienfield, bon, qui est complètement rincé, Ouais. de 1916. Je prends plus de plaisir à tirer avec qu'à tirer avec mon VHS. Parce que c'est une arme qui a vraiment. Mais c'est pas dans le même contexte. Oui, c'est pas le même contexte. Quand tu penses, Mais alors, voilà, petite anecdote, anecdote, c'est même pas une anecdote, petit constat, énorme constat. Si vous prenez une arme comme ça, ce qu'on appelle une canne à pêche, nous, comme beaucoup les appellent, parce que quand on voit Avec la baïonnette, fait 1m80, plus d'1m80. on est d'accord. Donc, Mettez-vous dans la situation, et encore c'est quasiment impossible, de l'époque, avec ça dans les mains, au combat, en n'ayant pas de magasin, en ayant un tir à une munition par munition, Ouais. en armement manuel. J'en connais quelques-uns à l'heure d'aujourd'hui, ça les calmerait. ouais. On est d'accord. Ah hein. oui, ouais. Voilà. Pareil pour le Lebel, bien que ce soit un fusil avec un magasin tubulaire, donc modernisé par rapport au grand, mais si vous vous mettez dans le contexte de l'époque, vous imaginez vous. Alors qu'aujourd'hui, on est là à aller chercher avec nos AR-15, avec nos fusils d'assaut, le meilleur petit truc possible. Bon, c'est pas une critique, mais voilà, on a quand même des armes hyper sophistiquées, quoi. Ouais. Hyper maniables, légères, modulables dans tous les sens du terme, chose qu'il n'y avait pas à l'époque, quoi. À l'époque, on donnait ça et basta. Le mec qui se faisait fumer, s'il était mort, on récupérait son arme, elle était redistribuée. Basta. Celui-ci, il a peut-être fait 1, 2 ou 3 mains, je crois qu'il a fait 2 mains, celui-là. Oui, c'est ça. Par rapport à ce que m'a dit la dame à l'époque, il a fait 2 mains. Donc il y a eu deux fantassins français qui l'ont eu. Il y a eu la Marne et Verdun, il a fait les deux en fait. D'accord. Voilà, pour son histoire. Donc voilà. Donc pour ce qui concerne le grand, je vais revenir sur un truc. Sur le modèle du 74, il n'était pas rare, notamment dans les fortifications de Verdun, à l'époque, en début de guerre, 3 août 14, pour les 36 forts de Verdun, les mecs qui faisaient la sentinelle n'étaient pas forcément équipés des Lubel. Ils étaient équipés du grand. Véridique. Photo à l'appui là-dessus. Ouais. D'ailleurs, il y avait des canons Louis-Philippe dans certains forts. T'imagines à l'époque? Alors que Ouais, le c'est- 75, ouais, c'est, ah oui, le 75 à recul était sorti. Il faut savoir que c'était une tuerie pour l'époque, le 75. Hein. Ouais. Bon. Donc, il y a aussi tous les services de gendarmerie qui l'avaient, à certains endroits, en 14. La réserve, les réservistes, ils les avaient. Tous les hommes d'un certain âge qui étaient dans tout ce qui était administratif, notamment la SNCF pour l'époque, etc., ils l'avaient. D'accord. Il faudra que je retrouve des photos, mais j'en ai pas mal. Donc à ce niveau-là. Donc il faut savoir que c'est un fusil, il a quand même participé indirectement à la Première Guerre mondiale. Il n'était pas rare de le voir. Petite précision importante, les Allemands étaient friands du Lebel et du Grand. D'accord. Ouais, ils ont des bons trucs aussi. Bah oui, les Clever, voilà. Mais je sais pas pourquoi, il les prenait, quoi. Il les gardait, il est pas rare de trouver un Grand ou un Lebel en Allemagne. D'accord. C'est assez prisé, c'est très prisé. Comme notre FAMAS aux États-Unis d'ailleurs. D'ailleurs, maintenant que le FAMAS il a été complètement interdit chez nous, je me suis aperçu sur YouTube, petit aparté qui n'a rien à voir avec ça, qu'il y avait pas mal d'Américains qui commençaient à faire du joujou avec, quoi. Bizarrement. Ouais, bizarrement, comme par hasard. Ça, c'est pas, j'en ai vu la dernière fois. Là. Bon, bref, peu importe. Donc voilà. Donc là maintenant, on va passer sur le plan des caractéristiques par rapport au fusil gras 1874. On va passer aux caractéristiques maintenant.
Nous voici donc avec les caractéristiques de l'arme, donc ici présentes sur la vidéo en premier plan. Donc nous allons démarrer maintenant toutes les caractéristiques du 74 Gras. Donc alors, le fusil d'infanterie 11 mm Gras, modèle 1866-74, modèle 1866-74 M80. Ensuite, 1874, donc M80 comme je l'ai dit. Donc là, vous avez une arme avec une longueur totale de 1300 mm, autrement dit 1,31 m. Avec la baïonnette du Gras, je précise bien, on est à 1,83 m et 1,88 m avec la baïonnette du Chassepot. Donc nous avons une longueur de canon de 795 mm, nous avons un poids à vide de 4,2 kg, donc nous avons aussi un poids avec la baïonnette de 4,760 kg, donc ce qui est quand même relativement lourd. Nous sommes sur un monocoup chargement par culasse. Donc nous avons un calibre de 11 mm Gras avec une poudre noire. Donc les munitions, ce sont des munitions modèle 1874. Donc c'est du 11 mm par 59 R. R signifie cartouche à bourrelet. Donc nous allons vous en présenter une dans la vidéo tout à l'heure. Donc pour ce qui concerne les cartouches qui sont utilisées. Alors attention, là je m'adresse aux purs collectionneurs à ce niveau-là. Donc nous avons le modèle 1874 à balle cylindro ogival en plomb de 25 grammes pur, charge de 5,25 grammes de poudre F1. Nous avons le modèle 1879 à balle cylindro ogival plomb pur 25 grammes, charge de 5,25 grammes de poudre F1 ou de la poudre F3. Ensuite, on a le modèle donc 1879-83 à balle Méplat en plomb durci, j'en ai déjà quelques-unes en collection, 25 grammes, et charge de 5,25 grammes en poudre F1. On a aussi, pareil, 1879-83, balle à Méplat en plomb chemisé en laiton, donc là, c'est encore mieux, 25 grammes, charge de 3,30 grammes, de 3,30 grammes, pardon, en poudre BFP1, pardon. Donc, quelques munitions à blanc, donc bon, là, ça je le passe, on s'en fout. Ensuite, vous avez des munitions à tir réduit à balles sphériques en plomb pur, donc de 8,7 grammes, donc avec des charges de 0,4 grammes de poudre B, F1 ou F3. Pour ce qui concerne la vitesse initiale, on est à 450 mètres secondes. Vitesse pratique du tir, on est à 9 coups minutes, pardon. Nous sommes sur une énergie initiale de 252 kg/m, une portée maximum de 1800 mètres. Alors ça, c'est pas du tout vrai, c'est sur le papier, hein, bien évidemment. Une pénétration de 150 mm de terre à 90 mètres. Une perforation de 6 mm 5 de tôle à 200 mètres. Donc, bon, tout ça, c'est à prendre, bien évidemment, avec des pincettes. Hein. Attention, hein. Soyons clairs et honnêtes. Hein. Quand vous voyez des tirs à 1800 mètres, là, non. Bien évidemment, c'est logique. Hein. Donc, voilà. Après, je pense, ouais, c'est plus dans les 200 mètres. Oui, 200 mètres. 200 mètres, voilà. Oui, c'est ça, 200 mètres. Et encore, si tu as une bonne munition, que quelqu'un recharge, qui fait des très bons rechargements, il peut aller au-delà. Enfin, au-delà. Quelques mètres près, on va dire 210 mètres. Ouais. Mais pas plus, quoi. Après, 1800, oui, si on tire à côté, que la balle part à 1800 mètres, éventuellement, un coup, pas de chance, on va dire. Ouais, c'est clair. Donc, voilà. Donc, cette arme a été fabriquée par Tulle, Châtellerault, Saint-Étienne. Donc, vous avez aussi, pour les reconnaître, donc, une finition donc bronzée, sauf la plaque de couche, la culasse, la baguette, le ponté et des tentes qui sont en poli blanc. Donc ça, c'est super important. Donc, si vous trouvez une arme de cette époque, donc un 74, n'oubliez pas qu'il est bronzé, sauf la plaque de couche, la culasse, la baguette, le ponté, la détente, qui sont en poli blanc. Donc ça, c'est important à savoir. Donc, si quelqu'un qui veut faire une rénovation, il faut qu'il le sache. Donc, comme je vous le disais, on est sur des manufactures de Saint-Étienne, Châtellerault, Tulle. Donc, la manufacture d'armes de Ster, donc en Autriche, culasse et baïonnette jusqu'en 31 décembre 1877. Vous savez ça? Pas du tout. Ah ben voilà, tiens, tu vois. Donc, exemplaire fabriqué, on est à... que je retrouve... Dis-moi, toi, tu sais, je crois, je me rappelle plus. Je crois que j'avais vu 800 000 Chassepot convertis en gras. Ouais. 850 000. Ouais, c'est ça. Et 1,2 million environ. Ouais, je crois que c'est 1,2 million environ de gras fabriqués. Ok. Pour ce qui concerne la période d'utilisation. Donc, comme je vous ai fait l'historique tout à l'heure, globalement, sur les deux armes, donc notamment le Lebel M93, le Lebel normal, donc qui n'a pas été modifié, le gras, donc les périodes d'utilisation, on est sur
de 1874 à 1940 environ. En passant par la Première Guerre mondiale, bien sûr. Donc, vous avez plusieurs versions et dérivés. Vous avez le fusil d'infanterie modèle 74 M80 M14. Vous avez différents lance-artifices, lance-armes ou fusils signaleurs. Ça, j'en ai déjà trouvé. Ça, c'est extrêmement rare. Exemple, en 1914, donc Première Guerre mondiale, donc 14-18, notamment sur Verdun, Saint-Mihiel, la Marne aussi, bataille de la Somme, donc à peu près toutes les grosses batailles qui ont eu lieu, ils avaient pour habitude, je ne sais pas si tu connais ça, des gras modifiés en lance-fusée de signalisation. Pas du tout. Ça ne te parle pas, ça? Ça me parle pas du tout. Si quelqu'un possède ça, quelqu'un qui trouve ça, à l'heure d'aujourd'hui, ça devient rarissime d'en trouver. D'accord. Ça, c'est exceptionnel. Donc, vous avez aussi des grades d'escrime, donc fusil d'entraînement à l'estoc, grade d'escrime, donc des tirs réduits en vin de l'orif, et tout ce qui s'ensuit. On est dans une classification de catégorie D. C'est ça. Voilà, donc ça, c'est important à savoir aussi. Donc, voilà un petit peu pour les caractéristiques. À noter que sur certains modèles, vous avez ce qu'on appelle des numéros qui sont blanchis. Donc, on m'avait déjà posé la question. Ça, c'est pour le design. C'est pour qu'on puisse bien voir les numéros de série. D'accord. C'est pas quelque chose qui a été fait à l'époque. Mhm. D'accord? Ça, c'est à savoir. Les parties importantes à vérifier sur ce genre d'arme, c'est culasse, canon. Culasse. Oui, la culasse. Mais pas tant que ça, en fait. Surtout la chambre et le canon. Puisqu'il s'agit de poudre noire. Donc, ça demandait un entretien extrêmement, extrêmement pointu à faire de suite. C'est une arme avec laquelle il ne faut pas attendre pour l'entretien. Mhm. Donc, voilà un petit peu, les amis, pour les caractéristiques. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est une arme qui a quand même une certaine valeur historique, notamment pour plusieurs conflits, bien qu'elle n'ait pas servi directement. Peut-être parfois, ça c'est encore à vérifier dans certains documents, mais elle était bien présente. Alors, pour ce qui concerne maintenant une petite partie historique de l'arme, notamment au niveau du gras. Donc là, je m'en réfère avec une certaine comment je peux dire ça, une certaine joie aux anti-armes, à ceux qui n'y connaissent strictement rien, qui ne connaissent pas l'histoire, qui sont Les armes, c'est réfractaires. pas bien, les armes, c'est dangereux, les armes, c'est ci, les armes, c'est ça. Voilà. Faut les Bon. interdire. Voilà, donc on va leur remettre une petite couche sur quelque chose de très important qu'ils ne savent peut-être pas, ou qu'ils ne veulent pas savoir. Donc je te laisse en parler, parce que ça te tient à cœur, ça et moi aussi d'ailleurs. Oui, ouais. C'est le gras, donc le gras scolaire. Déjà le nom, Voilà, ça veut tout dire, gras scolaire. Parce que le tir était enseigné à l'école. donc par l'éducation nationale. C'est ça, éducation nationale, il y avait du tir, voilà. Et ça, alors, le nom de la discipline, je me souviens plus vraiment. Mais en gros, c'était préparer les enfants, pas à la guerre, parce que ça restait des enfants, mais les habituer un peu à la vie militaire, au tir, à la manipulation des armes, et voilà. Exactement, donc Pour que ce soit en éducation nationale, voilà. Ouais. Donc voilà, donc pour les gens qui critiquent les collectionneurs, les amateurs d'armes, les tireurs, les chasseurs ou quoi que ce soit, pour tous les gens qui possèdent des armes en général, hein, donc je mets tout le monde dans le même lot, bah, sachez bien, messieurs, dames, hein, qu'il ne vous en déplaise, eh ben, c'était dans l'éducation nationale à une certaine époque, notamment ce modèle-là, le 74, en version. C'était en 22, je crois. Voilà, c'est ça. À ne pas confondre, il y a aussi le 1874-22, mais en fusil réglementaire. Oui. Pas les confondre. Le scolaire, c'est vraiment une version réduite, mais le réglementaire en 22 long rifle, c'est les mêmes dimensions, le même poids. C'est juste du 22 en fait pour l'entraînement. Oui. Et d'ailleurs, tu fais bien de le préciser, quand tu parles de dimension réduite, quand on parle de dimension réduite par rapport à l'arme, c'était spécifique aux enfants. C'est ça, c'est vraiment un fusil pour les enfants. Il a été étudié pour les enfants, donc vous avez bien entendu. Donc, programme de l'éducation nationale de l'époque. Certes, on a eu la guerre juste après, mais quand même, c'est à savoir. Donc, à un moment donné, il va falloir remettre les choses un petit peu à leur place, les barres sur les T et les points sur les I. Peut-être qu'on y viendra dans pas longtemps, remarque, hein. Ça peut-être. Oh. Non, je rigole, je plaisante. J'y crois pas du tout. Non, moi non plus. Bon, bref. Donc, vous voyez, à l'époque, comme je le dis toujours, on savait faire des armes. La preuve, regardez-moi ça comme c'est pas beau, les deux qui sont alignés. Donc, après, voilà. Hein, là, je me réfère aux puristes et à ceux qui collectionnent. Donc, c'est joli, quoi. C'est beau, quoi. Ben, C'est ça, un objet puis, avant tout. Voilà. On parle d'objet, on parle pas d'armes pure et dure dans le sens où ça a tué. Oui, ça a tué, mais bon,
Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait là? On fait quoi en ce moment là? À peu près. On tue différemment, mais on tue toujours. Hein. Ouais, on tue pas mal là en ce moment là. Là, c'est bien. On les entend pas les gens là, non? À ce niveau-là. Pas trop. Hein. Non. Ah, on est d'accord. Hein. Ouais, voilà. Pourtant là, Non. là ça envoie là ça envoie du steak là. Ouais, mais bon, faut pas en parler, c'est pas. Ouais, donc, on n'est mais pas là bon. pour ça non plus. Non, mais bon, c'est quand même à dire. Mais entre ouais, parenthèses. il y a des trucs un peu Voilà, graves, on va dire. on est sur du hardcore hein, dans plusieurs contrées et voilà. Ça sent pas bon l'histoire. Bref, donc les amis, donc vous voyez ici, là, vous avez deux armes donc françaises. Donc je suis fier, moi je suis fier en tant que Français de pouvoir présenter ces deux armes-là, qui me tiennent énormément à cœur. Je vais essayer de ne pas faire la vidéo trop longue parce que sinon j'en ai pour 30 ans à finir, j'en ai encore pour 30 ans à en parler parce que j'ai pas fini. Donc moi rien que de les avoir là, j'aimerais les avoir au mur avec une feutrine verte derrière parce que c'est magnifique, c'est ce que j'avais vu quand j'étais jeune à l'époque, un collectionneur qui avait toute une série d'armes françaises, c'était magnifique. Ça partait de l'arme napoléonienne jusqu'au 49-56. D'accord. Énorme la collection, énorme. Un couloir de fusil. D'ailleurs, si tu veux un MAS 49, je peux t'en trouver un. Non modifié 56. Ah ça va. Bon les amis, c'était pas prévu dans la vidéo ça. Pas du tout. J'espère que tu plaisantes là. Non. Bon je crois qu'il va falloir qu'on parle après la vidéo. Ouais. Non mais les amis, donc il y a encore une nouvelle vidéo dans pas longtemps si j'ai bien compris. C'est du sûr à 200% ça. Bah je l'ai eu en main. Ok. Tu En me dis. version tireur précision avec la lunette d'origine, le montage d'origine, calibre d'origine. Ok. Et voilà. Bon, bah ceux qui me connaissent, ils doivent se dire il y en a un qui est en train de baver, là, ça y est. Bon, ok. On va falloir qu'on parle après, je crois, tous les deux. Ok. Donc voilà. Donc les amis, donc vous voyez que là, sur le plan culturel au niveau de notre pays, nous étions vraiment loin d'être des nazes, si je peux dire ça comme ça. On était les meilleurs. On était les meilleurs. Hein. Un temps, on était les meilleurs. Ça fait rire. J'en ai déjà parlé sur Facebook. Ça fait rire certains. Ouais. Après voilà, si on connaît pas l'histoire, forcément, ça fait rire. Alors là, je m'en réfère. Alors je vais peut-être me faire des ennemis, mais peu importe, parce que je vais dire ce que je pense, moi, en tant qu'individu citoyen et ancien militaire, qui a été jeune, qui est allé à l'école comme tout le monde, enfin peut-être pas comme tout le monde, parce qu'il y en a qui y sont pas allés. Tout ce qu'on a pu nous inculquer, sur le plan historique, c'est vraiment de la fume historique, quoi. Quand tu regardes. On sélectionne un peu ce qu'on veut nous apprendre. Voilà. Et voilà. Donc moi, je le redis encore une fois, on était craint pour notre armée, on était craint pour notre culture, on était craint pour notre armement et nos industries d'armement et notre pouvoir de dissuasion à l'époque. Ouais. Ça, c'est clair et net. Voilà. Bah avant, j'étais tombé un jour sur un commentaire Facebook d'un Américain qui avait listé toutes les batailles françaises, le nombre de batailles, le nombre de victoires. Et pour qu'un Américain dise que la France est la nation la plus guerrière au monde, il en faut quand même. Bah quand tu fais le ratio, oui, mais seulement, bon, on n'est pas fiers de notre histoire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, c'est les petits oiseaux volent bien, les cochons sont tout roses, et tout va bien dans le meilleur des mondes. À part ça, ça va, quoi. On n'avait pas de scolaire non plus. C'était pas dans l'éducation nationale, hein. Ça n'a jamais existé, ça. Non. Bon, enfin, c'est pas grave. Bref, donc, les amis, donc on refera certaines vidéos aussi sur l'historique par rapport à pas mal d'armements. Donc ça, c'est un volet spécifique à ce niveau-là. Maintenant, on va parler, avant de finir la vidéo, sur le plan pécunier. Sur la valeur monétaire par rapport à un Lebel et un Grand. Oui, un chasse-peau. C'est dommage, il n'y en a pas. Si vous trouvez une arme comme ça, dans l'état où elle est là, celle-ci ou celle-là, faut compter à peu près maximum, je dis bien maximum, 1000 € pièce. Maximum. C'est capable de descendre jusqu'à 800 en ayant une bonne négociation. Dites-vous bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est un investissement sûr à 200%. Puisque toutes ces armes-là prendront de la valeur et prennent de la valeur. Clair, net et précis. Ça, c'est un point que je tiens à souligner pour les jeunes. C'est un patrimoine, c'est un investissement à long terme. Ce n'est pas simplement acheter une arme pour aller tirer. Certes, c'est fait c'est pas le problème, pour aller se faire plaisir, mais dites-vous bien qu'il va falloir respecter certaines choses, notamment l'entretien, les pièces d'origine, ne rien retoucher dessus, les laisser telles qu'elles sont, refaire une rénovation. Ce sont des armes que vous pouvez retransmettre de génération en génération qui ont une cote monétaire importante au fil des ans et au fil des années et par rapport à l'histoire, qu'est-ce qui peut se passer. Ouais, après, ce genre de calibre, on n'en trouve plus. Donc, déjà, pour tirer, il faut recharger. Exactement.
Donc voilà, oui, c'est pas forcément des armes, on va se dire, tiens, aujourd'hui, je vais tirer 30-40 cartouches, je vais en acheter avant d'y aller. Non, pas du tout. Voilà. Pas avec le Ça grand, se en tout trouve cas. pas, ça se recharge. Voilà. On trouve les ogives, les étuis, la poudre, mais la munition en elle-même, on la trouve plus. Exactement. Donc là, je me réfère à tous ceux qui rechargent, qui sont des férus dans le domaine. Donc pas besoin de faire une vidéo là-dessus. Je la ferai pas parce que c'est pas mon domaine à 200%. Donc ça, je laisse les gens qualifiés et compétents à ce niveau-là pouvoir en parler. Donc ça leur fera des sujets de vidéo éventuellement pour ceux qui veulent le faire. Donc ça, c'est vachement important. Tu as bien fait de le souligner, puisqu'en fait, cette arme-là, quand je l'aurai, déjà pour l'instant, donc elle est à toi, mais bon, je vais l'avoir, ça c'est sûr. Ouais. Il va falloir qu'on se débrouille pour pouvoir avoir des cartouches rechargées qu'on va certainement refaire nous-mêmes. Que j'aille les chercher quand même. Alors, on va vous montrer ce que c'est exactement le 11 mm grand. Munitions, sion. Alors, nous avons donc ici, devant vous, une boîte de munitions qui a 25 ans, C'est ça. d'ailleurs, de 11 mm gras. Voilà à quoi ça ressemble, les amis. Ouais. Donc, je te laisse te lever et aller la mettre devant la caméra pour que ce soit bien. Hop, on est où? Là, hop, voilà. Donc on voit bien la cartouche à bourrelet. Ouais. Donc, R, le R signifie bourrelet. C'est quand même un beau pélo, quand même. C'est balèze, c'est costaud. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble les munitions. Donc quand je faisais des fouilles, j'ai retrouvé pas mal d'étuis comme ça dans un château, moi. Ouais. Fallait les garder. Non, mais je connais l'historique du château. D'accord. Donc, je sais que ça s'est battu pas mal là-bas. Ok. Donc voilà les munitions. Donc c'est quand même impressionnant quand on voit la munition quand même. On se dit, voilà, tu te prends ça dans le dos là. Ouais, j'ai pas envie. Voilà, pas, non, c'est quand même assez méchant quoi. Ouais. Donc les amis, on fera certainement une session tir avec le chasse-peau. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Donc voilà. Doucement parce que ouais, j'ai que 9 cartouches. Donc voilà. Non, mais ça, on va essayer d'en trouver. Ouais. On va essayer d'en trouver. Donc, les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Donc, sur le plan historique, il reste encore beaucoup de vidéos à ce niveau-là. Même si elles ne fonctionnent pas, c'est pas grave, mais au moins ce sera fait. Et ça, j'y tiens absolument. Donc, les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, les amis!